Ce podcast est commandité par Ressources Sirius, une société d'exploration minière québécoise axée sur le développement de sa propriété aurifère Chichou à Iuichi, Baie James. J'accueille au podcast minier aujourd'hui Mirka Boudreau de Intel. Bonjour. Allô Mirka. Salut. Fait qu'on est encore dans une ambiance de show. C'est encore un podcast dans la série de podcasts de l'ICM Vancouver. Puis Mirka, ça fait un bout que je te vois aller. On se courtise, mais on s'est jamais assis puis discuté pleinement. On avait un peu parlé dans le passé. Puis, tu sais, j'essaie de comprendre aussi l'ampleur de ta business. Tu as Intel Construction, Intel Mexico. Oui, Intel Corporation. Intel Corporation. Oui. Fait qu'il y a comme trois divisions. Oui. Qui regroupent plus de 200 employés. Oui. Tu es basé à Sept-Îles. Oui. Tu as parti ça, il y a 6 ans. Sur un coup de tête. Une bulle au cerveau. Ben ouais. Explique-moi donc ça. Dans le fond... Une bulle au cerveau. Ouais. En deux. En deux qui saignent du nez de temps en temps. Dans le fond, avant de créer Intel, j'étais directrice des ventes pour l'Amérique latine pour une entreprise qui s'appelle Metal7, pour ne pas le nommer. Oui. Donc, j'ai eu à aller sur le terrain, surtout dans l'industrie du fer, au Mexique, au Chili, au Pérou, au Venezuela et au Brésil. Et pendant ces 10 ans-là, j'ai bâti un réseau de contacts incroyable. Et est venu un moment où la clientèle, donc les gens de l'industrie me demandaient d'avoir un offre de service plus clé en main. Donc, pas seulement faire l'équipement, mais faire l'ingénierie, l'installation. Là, je revenais au bureau, puis je disais à mes patrons, j'ai une opportunité, puis mes patrons me disaient, c'est pas ça qu'on fait dans la vie. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'est née la petite graine dans mon cerveau d'opportunité. Je suis partie toute seule avec un ordinateur, un crayon, à me dire comment on fait ça maintenant, offrir une offre de service clé en main dans l'industrie minière. C'est pas rien, là. Donc, moi, il faut comprendre que je suis exclusivement commerciale. Je ne suis pas ingénieure de métier. Je n'ai pas de background technique. Donc, il fallait que je m'entoure. Donc, la création d'Intel Corporation, qui était la première qui a été créée en novembre 2017, a été réfléchie sur un modèle d'affaires exclusivement basé sur le partenariat. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis retournée de bord avec des entreprises avec qui j'avais travaillé dans le passé, que j'avais aimé travailler, que je savais qu'il y avait un produit ou un service à valeur ajoutée. Puis, excusez-moi, je vois du monde passer, je fais des sourires, des sourires dans le vide. Mais non, mais les gens, ils savent, c'est filmé. Fait que s'ils veulent voir ton beau sourire, allez vous connecter sur YouTube. Puis, on connaît beaucoup de gens qui passent, donc ça... Tantôt, il y avait des mascottes pendant que je fais le podcast. C'est des mascottes qui passent. OK, gardons le focus. Oui, c'est ça. Donc, je reviens à... le modèle d'affaires de partenariat. Donc, je suis allée cogner aux portes, puis la façon que j'ai négocié, c'est de dire, au final, le end-user, il ne faut pas qu'il paye plus. Il faut qu'on réussisse à générer un volume. Donc, avec la proximité qu'on a, le fait qu'on est là au quotidien, ça amène évidemment, on a accès à des gens, ça amène que les projets, on les connaît. Donc, j'ai vraiment bâti une entreprise qui pouvait toucher à presque toute la gamme de services que l'industrie avait besoin, sans payer plus. Donc, la négociation, moi, je la fais avec mes partenaires de dire, donnez-moi un rabais, finalement. Okay. Puis moi, je vais être la courroie de transmission de ces projets-là. Le 200 employés est erroné maintenant parce qu'en 2023, j'ai fait un changement. Donc, on parle d'Intel Corporation, Intel Construction. On faisait beaucoup de bâtiments. Donc, bâtiments et ferroviaires. Puis, on s'est retiré de la division bâtiment en 2023. Donc, on est revenu à plus un 30-40 employés. Donc, on a vraiment revenu à la niche d'Intel qui est quoi? Qui est d'avoir la valeur ajoutée de proximité, puis la valeur ajoutée d'être capable d'avoir l'offre de service à clé en main, de connaître les bonnes personnes, quand le client nous engage, il sait qu'on va mener à terme le projet. Et puis toi, de rester aussi les deux mains dedans, vraiment, un peu plus, là, 200 employés, je veux dire, tu devais faire autre chose que tu fais là. Oui, puis le simple fait que je connaissais pas tous mes employés, à 200, c'est impossible. Donc, j'arrivais sur des chantiers des fois, puis j'avais des gens que je connaissais même pas, puis je me disais, ouf, j'étais en train de perdre mon essence, là. Donc, j'ai pris une grosse décision, puis on est revenu avec l'élément de proximité. Ouais. Puis, c'est quoi dans les 6 ans, là, l'entrepreneuriat, puis te lancer là-dedans, t'as-tu fait le saut, ou tout a foncé? Ça a vraiment été naturel. Je suis vraiment sur mon X.
J'ai eu des tempêtes, tu en connais quelques-unes dans mon entreprise. Puis à chaque fois qu'il y a une tempête, on dirait que je suis faite pour ça. Je suis faite pour trouver des solutions. Puis dans la vie, tu n'es pas obligé de savoir quoi faire. Tu dois connaître les gens qui savent comment faire. Puis ça, on l'a chez Intel. On a un réseau de contacts, ça n'a pas de bon sens. Autant clients que fournisseurs. À chaque fois qu'il y a un pépin, on sait à qui s'adresser, puis on sait qui est bon dans quoi. Fait que, toi, quand tu fais ta prospection, là, on est ici à Vancouver, c'est qui ta cible? À qui il faut que tu parles dans la minière pour aller soit vendre tes services ou tu regardes dans quel département? Ou, c'est quand même... Oui. T'emmènes large, là. Fait que, exemple, ici, le kiosque qu'on a est avec notre partenaire Kallenborn. Donc, c'est un partenaire qu'on a en exclusivité sur la Côte-Nord et en Amérique latine. Donc, Kallenborn, c'est un fabricant de pièces d'usure. Donc, les personnes idéales à qui je dois parler, c'est les directeurs de maintenance puis les achats. Okay. Donc, c'est vraiment les deux gens. Le directeur de maintenance, parce que lui, vu que ses équipements durent plus long, en fait, que les équipements n'arrêtent pas de produire, il veut que les durées de vie des pièces soient plus hautes. Puis les achats, bien, c'est toujours stratégique dans l'équation d'avoir une proximité avec les achats. On parlait de défis en entreprise, la main-d'œuvre. Oui, ton équipe est peut-être plus petite aujourd'hui, mais tu as quand même 30 personnes. Tu es à Sept-Îles, tu es entouré, on en a parlé, toi et moi. Mais je vais peut-être aborder le sujet dans le podcast. Entouré de Rio Tinto, Minerai de fer, Québec. Arcelor, exactement. Fait que c'est quoi ces défis-là, justement, d'être entouré de minières, puis toi, que tu dois aussi recruter ton propre staff? C'est une excellente question. Puis, ça fait partie du pourquoi on est revenu aussi à 30-40, parce qu'à 30-40, on est capable d'avoir une valeur ajoutée comme entreprise à offrir à ces employés-là. On a encore accès aux 200, même voire 300 employés, mais avec un partenaire. Donc, c'est là où on est vraiment fort quand on a cette petite niche-là. C'est sûr que ça va toujours rester une menace, parce que quand les employés deviennent bons, c'est bon de plus en plus chez les clients. Donc, les clients aussi ont un enjeu de pénurie de main-d'œuvre. Quand mon employé va chez IOC pour un meeting qui performe, mais dans les yeux du client, c'est sûr que ça lui tente de l'avoir dans son équipe, là. Donc, ça va toujours rester une menace. Puis, il faut faire avec, on n'a pas le choix. Ça fait de la peine à chaque fois qu'il y a un départ, mais ça fait partie de la game. Donc, c'est à nous à être plus créatifs comme employeurs. C'est sûr que nous, tout le monde a des horaires flexibles. Télétravail, il n'y a pas de problème. Tandis que dans des grosses industries, on parle de production, donc tu dois être là, les journées que tu dois être là. Donc, c'est là les avantages au niveau de la qualité du travail qu'on est capable d'offrir. Parce que c'est quand même un défi. Nous, on a beaucoup de clients en Abitibi-Témiscamingue, puis tu sais, on s'entend que c'est la ceinture, c'est là où est-ce que beaucoup de mines sont, puis on travaille la marque employeur, on travaille les campagnes de recrutement, mais à la fin de la journée, plusieurs de ces PME-là vont perdre leur staff vers la minière. Fait que, je sais qu'il y a beaucoup de minières qui écoutent aussi le podcast. C'est pas une critique, c'est une réalité de qu'est-ce que la PME vit. Mais en quelque sorte, tu te revires de bord, puis il faut que tu essaies d'offrir d'autres conditions, il faut que tu sois créatif dans qu'est-ce que tu peux offrir. Puis c'est un choix de vie aussi, je pense que les gens, il faut qu'ils fassent entre les deux. J'ai déjà vu, je pense un peu du coq à l'âne, mais j'ai déjà vu sur un contrat parce que nous, on a fait pendant un moment de l'impartition, donc en plus, ça met encore plus à risque parce qu'on loue la main-d'œuvre à la minière. On en fait moins, mais on l'a fait au début. Puis un de mes compétiteurs m'avait suggéré même de mettre un montant je pense que c'était 1 an de salaire, que si la minière recrute, elle doit déposer 1 an de salaire, on va dire 100 000 pour mettre un chiffre. Fait que déjà ça, je me disais, c'est pas fou parce que... Tu veux dire que la minière, mettons, toi, tu aurais un contrat avec la minière, puis la minière, si elle vient de chercher du staff, il faut qu'elle te donne 1 an de salaire de cette personne. Moi, je l'ai jamais fait. Mon compétiteur m'avait dit qu'il mettait ça dans ses soumissions, puis je me disais, c'est peut-être, mettons qu'on va être créatif, là, peut-être une alternative au moins qui fait un petit ouf. J'ai formé la personne pour la minière. Ouais. Parce que cet aspect-là aussi, là, c'est carrément ça. Là, si la personne a 3 ans chez nous, j'ai payé une formation, je l'ai amené sur site, j'ai payé. Et qu'au final, je lui donne un employé extra formé grâce aux sous que moi j'ai mis. Fait que je trouvais quand même ça pas fou comme dynamique. C'est exploité, là. Ouais. On va recevoir des appels après ce podcast-là. Clin d'œil aux minières. Tantôt, on a parlé de saigner du nez. On va revenir là-dessus. Il y a un sujet puis honnêtement, il y a un sujet avec tous les kiosques ici qu'on a parlé la semaine passée. J'ai partagé sur mon LinkedIn l'histoire où est-ce que j'ai parlé de l'arnaque au président. L'arnaque au président.
que Rouillé a vécu. On l'a pas vécu, on n'a pas eu la finalité négative de l'arnaque au président. Puis là, tout le monde me parle de tout ce qu'ils ont vécu. Puis je me dis, OK, là, on partage pas assez ces informations-là en tant qu'entreprise. Puis je pense qu'on n'est pas assez... on n'est pas assez sécuritaire. Puis tu as été une des premières quand que sur mon feed de LinkedIn, tu as dit « Hey Manon, moi je lis l'histoire, je suis prête à en parler, je vais le partager. » Fait que je pense que je te laisserai... Qu'est-ce qui vous est arrivé, vous autres, justement, dans l'arnaque du président? Dans le fond, nous, on était en transaction. J'étais dans la dernière étape de l'acquisition d'une usine au Mexique. Donc, on parle d'un an et demi de travail acharné. Puis la journée que j'étais au Mexique pour serrer la main au propriétaire pour dire « C'est bon, on va de l'avant, on s'entend », cette journée-là, une de mes employés a reçu un courriel qui venait de ma boîte courriel, mais c'était pas ma boîte courriel, mais c'était vraiment identique. Là, c'était écrit comme... C'était l'interface de mon courriel, si on veut. C'est ça, exactement. Puis qui disait, bon, comme tu sais, je suis en train de faire une acquisition, tu dois envoyer tel montant. Puis je peux même dire le montant, là, nous, on s'est fait frauder pour $1 demi-million, 500 000 $. Donc pour une PME de 6 ans, on comprend que 500 000 en honnête, là, c'est beaucoup d'efforts de vente, c'est beaucoup de sous. Là. Donc, mon employé a cru que c'était moi, puis a fait le transfert. Ensuite de ça, j'ai eu accès à quand même beaucoup de professionnels, des avocats spécialistes en vol d'identité, tout ça. Puis ils me mentionnaient que très souvent, les espions ou l'espionnage se fait par les vidéos Teams, les vidéos Zoom. Ouais, ça m'avait marqué qu'il y a une façon qu'ils sont capables de vérifier. Puis maintenant, ma diligence que je fais toujours attention quand je parle de chiffres ou je le fais moins par Teams, je le fais plus par personne, à moins qu'on n'ait pas le choix. Là. Donc, ça, c'est arrivé. Donc, il y a un montant qui a été envoyé en Espagne et un montant qui a été envoyé en Hongrie. Catastrophe. En plus, j'étais en vacances la semaine d'ensuite. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas pris de vacances. C'était un running gag au bureau de dire « Ah, tu n'iras pas en vacances. » Puis j'étais allée. Fait que c'est le lundi où j'ai une de mes employés qui a dit « Ah, j'essaie de faire la paie et puis il n'y a pas de fonds dans le compte. » Il n'y a pas de fonds dans le compte. C'est comme ça que je l'ai su. Pendant que tu étais en vacances. Pendant que j'étais en vacances. Donc, évidemment, je n'ai pas été en vacances. Là. J'ai été avec les policiers et tout le tralala des avocats, puis la grosse panique. Puis c'est des fonds que je ne récupérerai jamais parce qu'au départ, même si j'ai des assurances en cybersécurité, on est assuré s'il y a du hacking. C'est ça. Ben, on n'est pas assuré si quelqu'un a intentionnellement a pesé sur le piton à l'interne pour faire un transfert. Ben, moi, qu'est-ce que la caisse, quand j'ai téléphoné, là, quand que nous autres, moi, c'est exactement ton histoire, sauf qu'il n'y a pas eu le virement. J'ai réussi, 5 minutes avant le virement, j'ai réussi à parler à ma comptabilité. Oui. Mais quand j'ai appelé la caisse, tu sais, ils ont dit, ben on t'aurait pas été protégé parce que pourquoi qu'on appelle ça l'arnaque et non la fraude? C'est parce qu'eux, ils considèrent que c'est de la négligence à l'interne qu'on a eu de croire à ça. On s'en est parlé hier, toi et moi. Si j'ai un petit... l'équation, on est une entreprise qui fait des transactions internationales, j'ai des assurances, je suis sensibilisée à ça tous les jours, mais ça s'est quand même passé chez nous. Fait c'est pas de la mauvaise gestion, je suis pas gênée de ça. Ils ont réussi la bonne journée, puis ils avaient communiqué par téléphone au début, de parler à la bonne personne, puis c'est pauvre la personne qui a reçu le courriel aussi puis qui a fait ça. Mais si je peux apprendre quelque chose de ça, c'est faire plus d'éducation puis de l'information à l'interne avec ma gang. De dire, si dans un courriel, dans une communication, vous recevez quelque chose qui dit « Tu n'as pas le droit d'en parler à personne, même pas moi », parce que c'est ça qui est écrit, c'est sûr que c'est pas vrai. Je ne vous ferai jamais faire des affaires en catimini, cachées. Puis en plus, c'est allé loin parce que même chose que toi, on s'en est parlé hier aussi. Ils ont demandé d'avoir les relevés de compte. Donc, ils saignent. Là, ils voulaient saigner. Puis, dans ma compagnie de construction, j'ai été chanceuse parce qu'une compagnie de construction, ça peut avoir beaucoup de sous, ça en dépense beaucoup. Fait qu'il y a des moments où est-ce que j'aurais pu fermer. Là, puis, le moment où ils ont fait la fraude, on avait environ 100 000 dans le compte, ce qui n'est pas un gros montant pour une compagnie de construction. Mais ils l'ont pris quand même. Donc, ils ont même réussi à convaincre que mon employé, c'était moi, pour prendre les sous, de quasiment voler un de mes partenaires. Tu sais, il y avait l'aspect... J'en revenais pas comment ils avaient réussi à convaincre une personne. Ils sont extrêmement persuasifs.
Ah, mais je pourrais même pas imaginer, parce que quand que moi, le soir que tout ça s'est arrivé, là, j'étais chez nous, je disais, hey, j'en reviens pas, là, à 5 minutes proches. Puis Optis, qui sont ici à l'ICM, me racontait que lui, pendant quelques semaines de temps, sa comptabilité, il y a quelqu'un qui a piraté le compte, puis qui ont analysé qu'est-ce qui se passait dans le compte de la comptabilité, puis ils ont vu tous les échanges de factures avec ses fournisseurs. Fait qu'un coup, ils ont pris tous les fournisseurs, ils ont envoyé un message avec l'adresse de la comptabilité à tous les fournisseurs, puis ils ont dit « Hey, il y a un changement de numéro avec notre numéro de compte de banque. Voici le nouveau numéro. » Fait que François, quand, mettons, les clients payent en 45 jours, puis après, il dit « Ces clients paient vraiment 45 jours. » Fait qu'il dit « Hey, c'est bizarre que tel client ne nous a pas encore payé. » Il a appelé. Puis le client dit « Ben non, on a fait votre virement. Vous nous avez demandé de changer le numéro de banque. » Fait qu'on le fait. Fait que là, c'est sûr qu'eux ont récupéré l'argent, mais en quelque sorte, c'est que l'éducation, c'est si tu n'as pas parlé de vive voix, s'il n'y a pas eu une autorisation pour le fournisseur, pour le client, il faut mieux, faut l'humain, il faut revenir à l'humain puis de se parler entre nous, là, mais c'est un autre exemple. Puis là, ben, étant donné que j'ai partagé l'histoire, tout le monde me raconte des choses, je me dis, mais pourquoi qu'on n'en a pas plus? C'est pour ça que je voulais prendre du temps au podcast aujourd'hui. Je me suis dit, si on est capable d'en parler le plus possible, c'est... Puis même, si on ressort du positif de ça, là, ça m'a amené à faire des choses que j'aurais pas fait. Puis j'ai vraiment vu que j'avais des solides partenaires qui me disaient pas de problème, on est là pour toi, remonte ça, remonte la pente. Puis même au niveau des clients, les clients, j'ai utilisé ces mots-là pour faire des partages sécurité. Puis en disant la cybersécurité, on n'en parle pas assez. Puis les clients ont été extrêmement solidaires. Ils auraient pu avoir peur, puis se dire « Intel va peut-être fermer », puis arrêter d'émettre des commandes. Au contraire, là. Donc, je me suis rendu compte que j'étais extrêmement bien entourée. Bien, puis c'est tout à ton honneur aussi, parce que, comme tu dis, 6 ans, PME, on est comme... je sais pas si tout le monde serait sorti de ça, qu'est-ce que tu as vécu, là. Fait que tu as une belle... tu as gardé le focus, puis ton orientation, puis tu y croyais, là, que tu allais t'en sortir aussi. Oui, puis Desjardins ont été exceptionnels aussi. Souvent, ce qu'on entend, c'est que sur la plug, c'est pas pour parler de Desjardins, les institutions. Puis moi, au contraire, ils ont été un partenaire clé qui ont été là pour mettre des choses en place pour que les employés continuent à être payés. Il fallait que je continue à opérer. Là. Le temps que toutes mes comptes étaient gelés, il y avait ça aussi. Là, avant qu'on comprenne ce qui s'était passé, il fallait se protéger pour être sûr que mon compte n'avait pas été hacké. Donc, je n'étais même pas capable d'acheter un paquet de gomme. Là. Tout était complètement contrôlé, puis ils ont été un partenaire incroyable pour faire en sorte que je continue mes opérations. Bien, je pense que c'est bon de le mentionner, parce que souvent, nos institutions financières, on a tendance à dire « Ah, tu sais, on critique un peu, admettons, mais c'est super. » Passons à Intel. Dernière question pour toi. C'est quoi ton souhait cette année pour ta compagnie? Mon souhait cette année, c'est... Bien, il y en a plusieurs, mais c'est de... dans mes valeurs, là, c'est écrit en gros dans ma salle de conférence « Bonheur », là. C'est de revenir à ça. Parce qu'avec la crise qu'il y a eu, avec les décisions qui ont été prises, et on a eu beaucoup de vent, de petites tempêtes. Donc là, c'est de revenir à la base et de dire il faut qu'on ait du fun à travailler, il faut qu'on ait du fun avec l'équipe. J'ai vraiment une belle équipe. Mon équipe aussi est restée, ça, il faut le mentionner. Parce qu'avec une fraude, là, ils auraient pu avoir peur de perdre leur emploi puis de me quitter. Au contraire, ça leur donné un élément de solidarité. Donc ça, c'est un des souhaits. Puis un autre de mes souhaits, parce qu'il y a aussi la division Amérique latine. Donc, ça serait de faire encore plus rayonner les partenaires actuels à l'étranger. Donc, en ce moment, j'ai vraiment un réseau complètement complet de partenaires pour ma division canadienne, mais on est quand même incorporé au Mexique. On a des bureaux au Chili, on a des bureaux au Pérou, des bureaux au Venezuela, puis on ouvre le Brésil cette année. Donc, de réussir à faire rayonner d'autres entreprises québécoises à l'étranger, c'est ce que j'aimerais. Ah, super. Oui. Je veux un conseil pour moi. Oui. Comment tu te ressources? Comment tu fais pour garder justement ton énergie, ton focus, de ta vision d'affaires? Tu lis-tu? Tu fais-tu des retraites? Tu sais, quelqu'un comme moi, là, qu'est-ce que tu recommandes? Je lis beaucoup. Je fais pas de retraite, mais je me permets vraiment de faire de prendre un pied de recul. J'ai des mentors. Okay. C'est ça mon élément de succès. Mon ancien PDG est un de mes mentors. Je suis extrêmement bien entourée. Puis, tu as dit des mentors ou un mentor? Des mentors. Des mentors. Je nomme lui parce que c'est avec lui que je parle quand même souvent. Puis de se permettre d'enlever notre ego. Là, ça, c'est difficile des fois quand on est en affaires. Puis en fait, moi, je ne l'ai pas vraiment, cet ego-là, pour être bien honnête, mais il y a beaucoup de gens
faut enlever ça, là, puis être capable d'écouter les conseils des autres. Fait que se décharger de toute la charge mentale qu'on a puis la mettre dans d'autres cerveaux, là, ça l'aide beaucoup, beaucoup. C'est quoi la différence, mentor, coach? Comment tu fais la différence entre les deux? Ou comment tu les as choisis, tes mentors? Attends, moi, j'ai pas de mentor présentement. Ouais. Puis je pense vraiment que je suis rendue à cette étape-là. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais, moi, je prends un mentor? Pris le téléphone et j'ai demandé à des gens que je connais. Donc, si on pense à mon ancien PDG, bien, s'il y a bien quelqu'un qui me connaît, c'est mon ancien PDG qui était mon patron. Donc, c'est un très bon guide. Puis, encore, même au niveau des spécialisations, là, c'est peut-être plus des coachs, mais au niveau des pièces d'usure, là, pour Kallenborn, comme c'est notre partenaire qui est avec nous, encore, je me réfère toujours à Sébastien pour les projets. De ne pas en avoir trop dans mon assiette. Puis je ne suis vraiment pas une experte. Là. C'est facile à dire, moins facile à faire, là, mais je travaille là-dessus. Puis d'avoir des doublons, parce qu'en ce moment, il y a 2 gros risques chez Intel. Là. Ouais. Il y a 2 gros risques chez Intel et on a fait une planification stratégique en 2023, puis c'est nommé et renommé. Là. Le risque 1, c'est moi. Ouais. Si l'avion tombe, il se passe quoi? Ouais. C'est un peu dramatique la façon que je le dis, mais c'est ça pareil. Là. Fait que si l'avion tombe, il se passe quoi? Faut être prêt pour ça. Puis l'autre qui est plus à l'interne, mais c'est notre dépendance au marché du fer. Donc, on travaille beaucoup en ce moment pour développer le marché de l'aluminium, le marché de l'or. On veut les mettre le pied en Abitibi avec un partenaire de l'Abitibi. Donc, ça aussi, c'est une stratégie d'Intel. On est toujours local dans notre cœur. Donc, aussitôt qu'on commence à mettre le pied ailleurs, mais c'est avec des gens de la place. On ne vient pas à dire « Hey, pensez-vous, on est meilleur ». Non. Qui est meilleur chez vous, on va travailler avec eux autres. Donc, c'est ça. C'est de réussir à enlever des morceaux de mon cerveau pour partager avec d'autres. Je pense que je vais m'y mettre. C'est pas simple, hein? C'est facile à dire, le mettre en oui, ben non, mais tu le fais. Puis, tu sais, c'est le bout où est-ce qu'on en a parlé récemment, justement. Puis, tu sais, on a besoin, à un moment donné, de se faire challenger par d'autres personnes qui n'ont pas le nez dedans, qui ne vivent pas la vie d'agence, qui... Ouais. Le conseil que je peux me donner maintenant, c'est pour faire ça, puis pour arriver à ça, il faut accepter le fait que ça ne sera pas fait de la façon que toi, tu l'aurais fait. Moi, c'est ce que j'ai à travailler. Parce que j'ai tendance encore à être dans la micro-gestion, là, de quasiment vérifier un courriel avant qu'il soit envoyé ou des trucs comme ça. Puis quand je reviens à la maison ce soir, je me dis, c'est bien idiot. Là. Si je veux aller loin, il faut que j'arrête de faire confiance. Puis je pense que le fait qu'il y a... faire confiance, puis d'accepter que ça se peut, que la personne se plante, puis il va arriver quelque chose, puis c'est de même qu'elle va apprendre aussi. Moi, je me suis plantée souvent dans ma vie. J'imagine que tu t'es plantée aussi dans ta vie. Ça fait partie de l'apprentissage. On a besoin de ça. Puis c'est sûr qu'un employé qui ne sent pas que son patron lui fait confiance, il ne restera pas. Il y a tout ces... On revient au sujet de premier, là, la main-d'œuvre. Main-d'œuvre, consigne dîner. Non. Tout ça ensemble. Hey, Mirka, un gros merci. Je suis vraiment contente d'avoir pris le temps qu'on s'assoie ensemble discuter. C'est enregistré, mais ça a été un vrai échange, puis j'apprécie beaucoup. J'apprécie également. Merci.